Vendredi 7 octobre, bienvenue dans le journal sur Télé Sud. Voici les principales articulations de cette édition. Les Lesotans se sont rendus aux urnes ce vendredi pour choisir leurs députés. 120 sièges sont à pouvoir dans ce petit royaume de l'Afrique australe. Une fois élus, les parlementaires désireront à leur tour le Premier ministre du pays. En France, l'heure est à la sobriété énergétique. Hier, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le plan du gouvernement pour réduire de 10% en 2 ans la consommation énergétique dans le pays. Mais le plan énoncé par le gouvernement ne satisfait pas tout le monde, comme vous le verrez dans cette édition. Je vous le disais en titre, jour de vote au Lesotho. Ce vendredi, le pays a voté aujourd'hui pour choisir ses députés. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, mais l'enjeu de cette élection, c'est la désignation du nouveau Premier ministre dans cette monarchie constitutionnelle enclavée dans l'Afrique du Sud. Mathieu Nicolas pour plus d'explications. Comme cet homme, des milliers de Lesotans votent ce vendredi pour élire leurs députés. Un scrutin inédit, d'autant plus que ce petit royaume majoritairement rural et enclavé dans le territoire sud-africain a depuis son indépendance vécu des successions de crises politiques. Des coups d'État à répétition et des exilés forcés ont émaillé la vie politique dans ce pays depuis 1966. Cette élection législative permettra à terme la désignation d'un nouveau Premier ministre. Nous attendons donc que le gouvernement qui pourrait arriver soit capable de regarder, de vraiment regarder et de prendre soin de notre peuple également. Plus d'une cinquantaine de partis sont en lice, mais le paysage politique du pays est dominé par 2 partis, la Convention de tous les Basotho et le Congrès démocratique. Aux dernières élections, aucune des 2 formations n'a remporté de majorité absolue et la monarchie constitutionnelle où le roi Letsi III n'a pas de pouvoir exécutif est dirigé depuis 10 ans par des mouvements de coalition. L'actuel Premier ministre, Mweketsi Majoro, 60 ans, en poste seulement depuis 2020, ne brigue pas de mandat. Son successeur, à l'issue de ces législatives, pourrait être l'homme d'affaires Sam Matekane, considéré comme le plus riche du pays. Nous avons aidé tous ces gouvernements qui sont venus. Nous les aidons dans l'espoir que les choses changent, mais elles n'ont jamais changé. Nous allions de plus en plus mal. C'est alors que nous avons réalisé que nous devions prendre le contrôle. Ce vendredi, quelques 1,5 million d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire les 120 députés du Parlement. 80 sont élus au scrutin majoritaire et 40 désignés à la proportionnelle. Les résultats définitifs ne devraient pas être annoncés avant la semaine prochaine. Les Lesotans frappés par le chômage et la pauvreté ambiante souhaitent de profonds changements à l'issue de cette élection qui permettra la désignation d'un nouveau Premier ministre. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Demain, je voterai, et je voterai pour un parti politique qui amènera définitivement le pays à la plus haute forme d'ordre et à la plus haute forme d'efficacité économique. Il est certain que nous avons un problème de chômage. C'est très sérieux, nous avons la corruption, notre économie est en baisse, donc nous espérons que le nouveau gouvernement qui va arriver va s'assurer que notre économie s'améliore pour que beaucoup de jeunes qui sont au chômage puissent être employés, qu'ils soient capables de créer des emplois par eux-mêmes, tout ce qui peut apporter de l'espoir à la jeunesse. Pour moi, c'est une perte de temps, parce que pendant ce temps, je pourrais faire beaucoup mieux. Plutôt que d'aller voter et d'aider les gens à obtenir des postes, puis après, ils ne font rien pour nous dans notre pays. Quand vous regardez autour de vous, beaucoup de gens sont au chômage, mais ils sont là, à se présenter en politique, sans arrêt. Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais voté et je ne le ferai pas et je ne veux pas voter. Au Burkina Faso, après le coup d'État du 30 septembre dernier, de nombreux manifestants ont investi hier les rues de la capitale pour apporter leur soutien au nouveau président de la transition, Ibrahim Traoré. Des manifestations sous fond de slogans anti-français et pro-russes. Mathieu Nicolas. Plusieurs centaines de Burkinabés dans les rues de Ouagadougou, avec un seul nom à la bouche, Ibrahim Traoré. Presque une semaine après son coup d'État au Burkina Faso,
le nouveau leader du pays est célébré dans la capitale, notamment par une partie de la jeunesse burkinabé. Certains d'entre eux affirment être sortis spontanément pour défendre le capitaine Traoré contre des officiers généraux qui voudraient le destituer, tout en agitant des drapeaux russes. Nous sommes là ce matin pour dire non à ce qu'on refuse depuis toujours. Parce qu'il y a 7 ans de cela, nous sommes attaqués, on nous égorge, on nous chasse de chez nous. Personne n'a rien dit. Même les généraux qui veulent s'accaparer du pouvoir, ils étaient là, silencieux, alors que maintenant nous avons eu la chance qu'un capitaine a pris ses responsabilités pour venir nous écouter, pour venir nous aider, pour venir nous défendre. Voilà pourquoi il a le soutien de toute cette jeunesse-là. Comme depuis de nombreuses semaines au Burkina Faso, la France est la cible des manifestants. À la suite du putsch le 30 septembre, Ouagadougou avait été le théâtre d'actes de vandalisme et de saccage des locaux de l'Institut français et de l'ambassade de France dans le pays. Des administrations encore fermées à ce jour. Jeudi, des manifestants affichaient encore une fois leur hostilité contre la présence française dans le pays, sans mâcher leurs mots. On ne veut pas France. Oui. La présence française au Burkina Faso, ça nous fait mal. Oui. Bientôt, ils vont partir. Oui. Les Français abattent la France. Abattent les généraux pourris. Abattent les colonels pourris. Parce qu'on veut celui qui veut sauver le Burkina. Si les généraux pouvaient sauver notre pays là, ça n'allait pas se retrouver ici. Le peuple n'allait pas sortir. Les manifestations continuent de rythmer les journées de certains Burkinabés depuis le coup d'État vendredi dernier. Ils ont, à coups de slogans anti-France et pro-Russie, mis au centre du coup d'État la question de la lutte d'influence entre l'ancien colon et la Russie. Je vous propose quelques réactions des habitants de Ouagadougou à la suite de la nomination du capitaine Ibrahima Traoré à la tête du Burkina Faso. On n'est pas encore arrivé au niveau des assises. C'est une bonne chose qu'il assume lui-même, en attendant que les assises puissent déterminer qui va continuer avec la transition. Il y a fort longtemps que le Burkina Faso vit du désordre, c'est-à-dire il n'y a pas la paix. Et sans la paix, rien ne va. Donc j'apprécie cela de sa part. Voilà. Mais tout ce que je lui souhaite, c'est de mettre les bonnes pratiques en place pour qu'il y ait un bon gouvernement dans notre pays. Comme c'est un jeune, il a besoin de conseil. Sans le conseil, ça ne peut pas aller. On souhaite qu'il n'a qu'à écouter les conseils pour prendre la route. Moi, je ne veux même pas que le gouvernement, que le capitaine Traoré respecte la calendrier du CEDEAO. Nous, on ne vit pas du calendrier de la CEDEAO. On ne veut pas la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais résolu un problème en Afrique. Réaction également du porte-parole du gouvernement guinéen suite au coup d'État survenu vendredi dernier au Burkina Faso. Ousmane Gawal Diallo était l'invité de Télésud. Il estime que l'interruption de la transition burkinabé est la conséquence des mauvaises solutions appliquées aux crises qui secouent des pays comme le Burkina Faso et le Mali. On l'écoute. C'est que la CEDEAO n'a pas apporté les bons remèdes. Et c'est ça qu'il faut éviter, de mettre des solutions standards à toutes les crises. Probablement, ce qui était sur la table ne répond pas aux besoins des Burkinabés. Les Burkina, comme le Mali, sont dans la reconquête de l'intégrité de leur territoire. D'abord, lorsque cette question sécuritaire, d'intégrité territoriale n'est pas réglée, comment peut-on parler de fin de transition ou de suite de transition? Parce qu'ils seront complètement. Donc, il faut à ces problèmes posés au peuple malien que la CEDEAO apporte des réponses. Et c'est Quel genre de réponse? Les réponses qui règlent les problèmes, qui génèrent ces crises-là, qui génèrent ces coups d'État. Parce que si on ne règle pas ça, on ne fera que différer les crises. Et il faut éviter ça. C'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il faut éviter des solutions standards pour tout le monde. La crise guinéenne, ce n'est pas la crise burkinabé. La crise burkinabé est différente de la crise malienne. Et il faut à chaque pays une solution qui tienne compte de ses spécificités. Manifestement, ce n'a pas été le cas. Et c'est pour ça qu'on assiste à cette répétition. Direction le Cameroun maintenant, où des réunions ont eu lieu avec le Tchad pour renforcer la sécurité nationale. Des concertations qui ont pris fin mercredi et dont les conclusions sont attendues pour samedi. Mais en attendant, le président Mahamat Idriss Déby a signé un décret sur le réaménagement des autorités à la tête de certaines provinces pour renforcer la sécurité dans ce pays gangréné par le terrorisme. Mathieu Wamba et Cyril Guédioy nous en disent plus.
Avant de prendre officiellement la tête de la transition pour 2 ans, Mahamat Idriss Déby Itno a procédé mercredi à la faveur d'un décret présidentiel à des réaménagements à la tête de 5 provinces du pays. Des provinces sensibles à la tête desquelles des gouverneurs militaires ont été pour la plupart placés pour assurer une sécurité maximale, alors que le Tchad entame son nouveau processus de pacification. Ces changements brusques à la tête de ces provinces obéissent en quelque sorte à une logique sécuritaire, particulièrement pour les cas d'Iguera et pour les cas des moyens charis, parce que nous avons constaté ces derniers temps la persistance des conflits intercommunautaires et appelés aussi conflits éleveurs-agriculteurs à l'intérieur de ces deux provinces, des conflits qui mettent en difficulté la volonté de maintenir un climat social apaisé entre les populations, mais aussi qui entravent tous les efforts déployés par le gouvernement en matière de développement. Plusieurs groupes en armes continuent de menacer l'intégrité du Tchad, malgré l'avancée dans les négociations avec les groupes politico-militaires à Doha au Qatar en mars dernier. Les conflits intercommunautaires n'en sont pas en reste. Ces régions sont de très haute sensibilité et la maîtrise, d'autant plus qu'il y a des hommes en armes dans ces régions. Je crois que la riposte ne pouvait pas être autre que l'envoi des militaires à la tête de ces régions. D'abord pour mieux les contrôler, 2 pour mieux les discipliner, 3 pour mieux tenir le pouvoir de demain. Des pourparlers de Doha qui ont permis le retour de plusieurs chefs de guerre exilés en Afrique et en France. Une main tendue sincère du successeur temporaire du maréchal de fin Idriss Déby Itno à ses frères pour relancer le développement intégral du Tchad. Les populations ont le sentiment d'avoir participé à quelque chose d'important pour la nation. Je crois qu'ils vous laissent tout faire parce que vous les avez pris en compte. Et c'est ce qu'il a su faire. En attente des conclusions du dialogue national inclusif samedi, c'est un chef qui veut donner une toute autre orientation sécuritaire pour relancer le développement économique et social avant le retour à une vie constitutionnelle normale et stable dans 24 mois. Des agents de la Croix-Rouge gambienne font du porte-à-porte pour collecter les sirops contre la toux que le ministère de la Santé du pays a associé à une épidémie d'insuffisance rénale qui a tué 66 enfants. Une enquête débutée en juillet et qui se poursuit a également mis en cause ou mis en évidence la batterie E. coli comme cause possible. Néanmoins, le 9 septembre, les autorités sanitaires ont ordonné le rappel de tous les médicaments contenant du paracétamol ou du sirop de prométhazine. Écoutons la responsable chargée du contrôle des médicaments dans le pays. Tous ces produits sont suspendus. Ils ont été rappelés. Tout le monde a été sensibilisé. Ils ne doivent pas être vendus. Ils ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées avant que nous puissions prendre d'autres mesures. Tout importateur légal doit faire enregistrer ses produits dans le pays. Or, ce sont ceux auxquels nous donnons la priorité. Malheureusement, des choses comme le sirop pour la toux et la prométhazine ne sont pas dans la liste des priorités, donc ils ne sont pas passés par le processus d'enregistrement. C'est pourquoi ces produits n'ont pas été enregistrés. Le chef d'État kenyan William Ruto, récemment élu, a entamé sa première tournée est-africaine par une rencontre avec le Premier ministre Abiy Ahmed de l'Éthiopie. Il profitera de sa présence dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour discuter de coopération bilatérale en vue d'approfondir les liens économiques et stratégiques entre les deux pays sur les questions régionales. Le président William Ruto assistera également au lancement du National Safaricom Ethiopia, la filiale de la plus grande compagnie de téléphonie mobile du Kenya. Le reste de l'actualité à présent, commenté par Valentine Exantus et monté par Marie-Gale Serran. Au Bénin, les députés ont voté en début de semaine la création de la Cour spéciale des affaires foncières. Cette nouvelle juridiction, dont le siège se trouvera à Cotonou, sera consacrée exclusivement aux contentieux fonciers. Le gouvernement justifie sa décision par une insécurité foncière que même les lois précédentes n'ont pu régler. Les milliers de dossiers fonciers non vidés seront transférés à la Cour spéciale. Les États-Unis ont annoncé ce jeudi le renforcement des procédures de contrôle pour les voyageurs
en provenance de l'Ouganda. Mesure prise en raison de l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays et qui a causé 29 décès en quelques semaines. Il n'existe aucun vol direct reliant l'Ouganda et les États-Unis, mais le pays souhaite éviter toute propagation de la maladie sur son territoire. À compter de vendredi, tous les voyageurs entrant par avion aux USA et étant passés par l'Ouganda dans les 21 jours qui précèdent, entre transiter par l'un des 5 aéroports de New York, Newark, Atlanta, Chicago, Washington, ou passer par un centre de prévention et de lutte contre les maladies pour se faire contrôler par la police des frontières. Le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à l'avocat Ales Bialansky, à l'ONG russe Memorial et à l'organisation ukrainienne de défense des droits de l'homme. Ces 3 lauréats ont pour point commun d'être des opposants au président russe Vladimir Poutine. Chacune de ces entités lutte pour la défense des droits de l'homme en pleine invasion russe en Ukraine. C'est dans ce contexte de conflit armé que la présidente du comité Nobel a souhaité honorer les 3 gagnants qu'elle qualifie de champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique. Alors que 15% des stations-service en France sont des problèmes d'approvisionnement en carburant, Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, promet une amélioration de la situation d'ici quelques jours. Pour elle, la raison de ces files d'attente interminables dans les stations-service est due en partie à la ristourne pour tous à la pompe défendue par les Républicains. On l'écoute. 15% des stations ont des problèmes d'approvisionnement au moment où on se parle. Pourquoi ? 2 raisons. On a plusieurs points de raffinerie où il y a des grèves. Pourquoi ces grèves ? Parce qu'ils demandent une augmentation de salaire, j'y reviendrai. Mais aussi parce qu'à cause de ces grèves, il nous faut importer un peu de pétrole, notamment de Belgique, et aussi puiser dans nos stocks stratégiques pour couvrir ces stations qui n'ont pas de carburant aujourd'hui. C'est une histoire de jours et je pense que dès la semaine prochaine, ça ira mieux, le temps que le carburant arrive, notamment du Benelux. En France, l'heure est à la sobriété énergétique. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé le plan du gouvernement pour réduire de 10% en 2 ans la consommation énergétique dans le pays. Mais le plan énoncé par le gouvernement ne satisfait pas tout le monde, comme vous le verrez dans ce sujet signé Mathieu Nicolas. Baisser la température, limiter l'éclairage dans les bâtiments et lieux publics, privilégier le covoiturage ou encore renforcer le télétravail, l'exécutif a présenté jeudi son plan de sobriété énergétique, une feuille de route qui est censée permettre à la France de passer l'hiver sans coupure d'électricité et baisser par la même occasion de 10% sa consommation d'énergie d'ici 2 ans. Pour mener à bien son projet, l'exécutif dit miser sur la responsabilité collective et non sur la contrainte. La baisse de la consommation d'énergie doit s'inscrire dans le temps long. Ça n'est pas un effet de mode le temps d'un hiver, c'est une nouvelle manière de penser et d'agir. Ça n'est pas une question de principe ou d'idéologie, il en va de notre transition écologique, il en va de notre souveraineté, il en va de notre pouvoir d'achat. Les mesures principales incluent l'appel à moins chauffer et moins éclairer, l'encouragement au télétravail dans les administrations ou encore l'incitation financière au covoiturage. Et tout le monde devra y mettre du sien, des services publics aux entreprises, en passant par le sport, le logement et les transports. Le plan doit dans l'immédiat permettre d'affronter l'hiver dans un contexte de vigilance énergétique renforcée. L'EDF produit moins d'électricité qu'auparavant en raison de réacteurs nucléaires à l'arrêt, mais aussi de la baisse de la fourniture du gaz russe à l'Europe. Ce projet baptisé plan de sobriété énergétique est tout de même critiqué par les acteurs socio-politiques de tous bords. C'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne. On vit une période surréaliste. Les Français n'ont pas attendu les ordres du gouvernement pour être sobres. Parce que vu les prix, je peux vous dire que nos compatriotes y font attention et depuis longtemps. Ce sont que ceux qui ne payent pas leur électricité ou les gestionnaires de bâtiments publics peut-être. Mais en revanche, je peux vous dire que c'est se tromper sur les Français. Alice Coffin, conseillère de Paris, ne voit rien dans le plan de sobriété énergétique du gouvernement qui fera reculer la dépendance des Français à l'énergie.
La dépendance, ça fait des décennies qu'elle est créée, ça fait des décennies qu'on met de nombreux Français et Françaises en situation de dépendance complète par rapport à l'énergie, justement. Et dans le plan qui est annoncé, moi, je vois rien qui puisse faire reculer cette dépendance-là. C'est-à-dire que je ne vois pas d'investissement, par exemple, sur des petites lignes, des lignes ferroviaires à court trajet. Je ne vois pas un ensemble de mesures qui changeraient le cadre. Chez les spécialistes énergétiques, les avis sont parfois plus nuancés. D'un côté, le plan est salué sur plusieurs points, notamment la volonté de l'exécutif d'embarquer tous les secteurs de l'économie et de la société dans le plan. De l'autre, beaucoup regrettent le peu de contraintes que comporte le plan, comme le manque de suivi des résultats d'économie d'énergie des entreprises, ou même le fait que ce plan n'impose des mesures qu'aux administrations publiques. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour cette édition. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.